Correspondance, Martine Jacob. Aujourd'hui, Correspondance est consacrée à Claude Monet. Claude Monet, né le 14 novembre 1840, l'une des figures de proue du mouvement impressionniste qui a véritablement bouleversé l'histoire de l'art. Il disait à ses élèves « Quand vous sortez pour peindre, essayez d'oublier quels objets vous avez devant vous. Un arbre, une maison, un champ ou quoi que ce soit. Pensez seulement ceci. Voici un petit carré de bleu, de rose, un ovale de vert, une raie de jaune, et peignez-les exactement comme ils vous apparaissent, couleurs et formes exactes, jusqu'à ce qu'ils vous donnent votre impression naïve de la scène qui se trouve devant vous. » Claude Monet est dans l'angoisse du paysage qui se transforme à chaque instant, du monde qui est en mouvement, de l'instabilité climatique, de la variation de la lumière et du tableau qui, lui, reste en arrêt. Il introduira avec les séries les variations de la lumière, les vibrations de l'air entre les feuilles. Il peint le même motif à différentes heures de la journée, à diverses saisons, et pourra réaliser des dizaines de toiles en parallèle, changeant en fonction de l'effet présent. En mars 1889, Claude Monet rend visite à son ami Maurice Rollinat sur la commune de Freslin, en Creuse. Il en repart à la mi-mai, ramenant à Paris plus de 20 toiles prises sur le motif autour de Freslin. Les conditions météorologiques sont telles qu'il ne peut travailler comme il le souhaite. Dans la majorité de ses lettres, Monet se plaint que la lumière change trop vite, que le temps n'est pas comme celui d'hier, qu'il n'arrive pas à saisir l'endroit où il se trouve, qu'il pleut, qu'il fait froid. Voici une série de mots que Claude Monet écrit à sa femme Alice depuis Freslin. Il lui écrit pratiquement chaque jour. Samedi 9 mars 1889. Je rentre de travailler, mais mal. Et j'ai effacé ce que j'ai fait ce matin, c'était mal pris, mal compris. C'est toujours ainsi au début. Hier, j'ai mieux travaillé. Avec cela, aujourd'hui, le temps est très variable. Gris et soleil. 11 mars. Je suis attristée ce matin. Il pleut à ne pas mettre le pied dehors. J'ai fait une bonne journée hier. Me voilà bien organisée et en train. Mes motifs choisis pour le matin et l'après-midi, soleil étant gris. Si j'ai la chance d'être assez favorisée par le temps, je pense ne rester ici que 15 ou 20 jours. Pour de là, aller à Crozant. 18 mars. J'étais désolée hier de ne pouvoir nous écrire, mais il faisait beau et je me suis attardée au travail, arrivant très en retard au déjeuner. J'ai environ 14 toiles en train. Ça marche, mais bien piano et avec beaucoup de mal. Plus je vais, plus c'est ainsi. Je croyais faire ce pays du premier coup. Eh ben, c'est d'un difficile. 19 mars. Il pleut ce matin et ça me navre, car j'ai assez de choses en train ici et il me faut terminer au plus vite pour aller à Crozant. J'espère au reste qu'il va faire beau tantôt. Je profite de ce mauvais temps pour examiner mes toiles. Hélas, quelle difficulté! Et je suis donc lent pour exprimer ce que je veux. Je suis tant au travail que j'en perds la notion du temps et des jours. 21 mars 1889, toujours à Alice. Hélas, hélas, le temps est de plus en plus mauvais. Pluie, vent, tempête, je rentre mouillée, trempée, sans avoir pu tenir. Je suis consternée, car voilà 3 jours qu'il en est ainsi. Je n'ai donc pu travailler que 10 jours. Cela va forcément me retarder. Et cette maudite pluie qui va tout verdir. La Creuse se grossit de nouveau et redevient jaune. 22 mars. Désolation. Voilà que ce matin c'est de la neige avec un vent glacial. Mais quel guignon! Hier soir, j'étais un peu plus content de moi. J'étais parvenu à mettre au point 2 études. Et cela malgré une pluie ou peut-être à cause de cela, car c'était 2 toiles d'aspect sinistre que je ne pouvais faire comme je voulais. Enfin, elle venait mieux et j'étais plein d'espoir pour aujourd'hui. Mais que faire avec cette neige qui reste assez pour me gêner et pas assez pour tenter de la faire? Et cependant, si elle persiste après le déjeuner, je tenterai quelque chose. Crozant où il faut que j'aille coûte que coûte. Espérons qu'après ces bourrasques, j'aurai enfin un temps régulier qui me permettra de travailler plus sûrement et plus rapidement.
25 mars. Le samedi et hier ont été si bien que j'ai bûché comme un enragé. Mais aujourd'hui, nouvel arrêt. C'est vraiment peu de chance. J'espère qu'après le déjeuner, cela va se lever. Ces temps, ces interruptions, c'est là le terrible. Et malgré le froid, ça pousse et ça change. 31 mars. Ça marche beaucoup mieux depuis quelques jours et je commence à croire que je pourrais rapporter de bonnes et curieuses choses. À force de regarder, je suis enfin entrée dans la nature du pays. Je le comprends à présent et vois mieux ce qu'il y a à en faire. Les dernières choses que j'ai dû entreprendre à cause des changements du temps sont bien mieux que les premières et 100 ans de tâtonnement, enfin, c'est le résultat de beaucoup d'efforts. J'ai 23 toiles en train qui presque toutes sont intéressantes à terminer. Aussi ai-je bien peur d'être obligée de renoncer à Crozant, où c'est cependant bien plus beau qu'ici. Claude Monet écrit à Rodin. Je continue à beaucoup travailler malgré le temps le plus épouvantable et commence à m'y reconnaître un peu dans ce que je fais. De Freslin, il écrit le 4 avril à Alice. Hélas, le temps devient de plus en plus mauvais et ce matin il pleut et il vente tellement qu'il ne m'a pas été possible de tenir. J'ai pincé un mal de gorge qui me gêne. Donc, avec ce sacré temps par trop sinistre alors, on avance lentement. Et je suis terrifiée en regardant mes toiles de les voir si sombres. Avec cela, plusieurs sont sans aucun ciel. Ça va être une série lugubre. J'en ai bien quelques-unes par soleil, mais depuis si longtemps qu'elles sont commencées, j'ai bien peur que le jour où il y aura enfin du soleil, je trouve mes effets transformés. D'un autre côté, cette pluie terrible en ce moment va faire monter la Creuse et bien la changer de couleur. J'ai absolument renoncé à Crozant. Vendredi 5 avril 1889. Ah non, je n'ai pu travailler hier, mais quel temps! J'ai tenté à plusieurs reprises d'y aller, mais n'ai réussi qu'à me faire mouiller. Aujourd'hui, il fait mauvais encore et très froid, mais plus possible, et ce que je craignais est arrivé. La Creuse a grossi, elle est toute jaune, ce qui va m'empêcher de travailler à certaines toiles pendant plusieurs jours. Le 7 avril. Toujours cet horrible temps, mais je suis là, et il me faut en sortir. Je travaille donc quand même, entre deux averses, et même sous la pluie. Et sans me vanter, il me faut un fier courage. J'ai une main si gercée, si crevassée par la pluie et le vent qu'il a fait, que j'ai dû m'enduire un gant de glycérine, et je le garde jour et nuit. Claude Monet écrit aussi à Berthe Morisot. « C'est superbe ici, d'une sauvagerie terrible qui me rappelle Belle-Île. Je suis venue en excursion avec des amis et j'ai été si émerveillée que m'y voici depuis un bon mois. Je croyais que j'allais y faire des choses étonnantes, mais hélas, plus je vais, plus j'ai du mal à rendre ce que je voudrais. » Le 12 avril, Claude Monet écrit à Alice de Freslin. « Je viens de rentrer, crottée, mouillée. C'est un temps épouvantable par lequel il est impossible de bien travailler. Et pendant cela, tout change et verdit à vue d'œil, et ce sont de continuelles modifications sans avancée. Hier, je me croyais sauvée. Il faisait très beau soleil, et je m'étais courageusement remise à mes toiles par soleil, que je considérais comme perdues. J'étais emballée faisant les changements voulus, et puis crac! Ce terrible ouragan. 13 avril. Quelle déplorable journée hier. Impossible de mettre le pied dehors. Le soir, le ciel s'est éclairci, je suis allée faire un coucher de soleil. Ce matin, il a fait un temps possible. Je croyais même tout à fait au beau et j'ai pu travailler plusieurs toiles par soleil. Mais j'ai bien peur pour tantôt, car le vent souffle et le ciel est très noir. 17 avril. Claude Monet écrit à Alice. Je suis dans un état de découragement complet à tout foutre à la rivière. Très mauvaise journée hier et ce matin pire encore. Une toile qui aurait pu être très bien est complètement perdue et j'ai grand peur pour d'autres. Le temps est du reste assommant, un vent terrible et froid. C'est sans discontinuer des nuages et du soleil, ce qui est pour moi la pire des choses, surtout pour finir. Mais ce qui me désole bien,
c'est que par cette sécheresse, la Creuse baisse à vue d'œil, et qu'en baissant, elle change tellement de couleur qu'elle transforme tout ce qui l'environne. 24 avril, le temps est redevenu atroce. Il pleut à torrents. 24 avril, c'est une lettre à Gustave Geoffroy. Je n'arrive à rien de bon et malgré votre confiance, j'ai peur que tous ces efforts n'aboutissent à rien. Jamais je n'ai eu une telle déveine avec le temps. Jamais 3 jours favorables de suite, de sorte que je suis obligée à des transformations continuelles car tout pousse et verdit. Bref, à force de transformation, je suis la nature sans pouvoir la saisir. Et puis cette rivière qui baisse, remonte, un jour verte, puis jaune, tantôt à sec, et qui demain sera un torrent après la terrible pluie qui tombe en ce moment. Enfin, je suis dans une grande inquiétude. Le 28 avril 1889, 9 heures du matin, je rentre encore chassée par la pluie. Vous ne pouvez vous imaginer mon état de rage. Depuis 2 jours, il a fait un délicieux temps gris. J'aurais pu finir bien des choses sans cette Creuse toute jaune et toute trouble. Aujourd'hui, elle était enfin claire, et j'étais dans la joie, et puis revoilà la pluie. Et justement, ce sont les toiles auxquelles je tiens le plus que je ne puis travailler. 2 jours gris et 3 ou 4 de beau soleil, je serai sauvée. 30 avril, un petit mot à Alice. Quelle journée hier et aujourd'hui. Impossible de rêver mieux comme mauvais. Ce matin, j'ai lutté quand même en dépit du vent, des éclaircies et de formidables averses, donnant 3 coups de pinceau à une toile, autant à une autre. 1er mai, 9 heures du matin. Je suis levée depuis 5 heures. Le soleil s'étant montré hier soir et bien couché, je croyais enfin être sauvée et c'est encore la pluie. Je vais voir où en est cette satanée Creuse. 4 heures. Il n'a cessé de pleuvoir à flots. C'est épouvantable. 3 mai. Temps superbe. Il est 10 heures. Je rentre de travailler. Aujourd'hui, à cause de la Creuse jaune, je ne puis aller à certains motifs, mais demain elle sera verte et je me rattraperai. Avec quelle joie j'ai vu ce beau temps, mais aussi quelle déception en arrivant à un motif où je n'avais pu aller depuis 3 semaines. Que de changements! Mais c'était navrant d'abandonner toute une série. Je m'y suis fait. 4 mai. Temps splendide. Il y a des feuilles à certains arbres. 6 mai. Le temps est redevenu horrible. L'orage a duré toute la nuit. Pluie torrentielle et ce matin, tout est vert. La Creuse déborde et est comme de la boue. Je viens d'aller faire une grande pochade de mon pauvre chêne avec la Creuse jaune. Je vais essayer de terminer 2 ou 3 choses médiocres et 2 couchers de soleil, et puis en route pour Giverny. Mercredi 8 mai 1889. Il fait assez beau temps aujourd'hui, mais terriblement chaud. Hier encore, malgré l'orage, j'ai pu assez bien travailler, et étant donné la situation, je suis assez content du vieil arbre. Je vais tenter d'offrir au propriétaire de mon vieux chêne de payer 50 francs pour faire enlever toutes les feuilles du dit arbre, sans quoi je ne puis terminer. Et j'ai 5 toiles où il est, donc 3 où il joue tout le rôle. Mais j'ai peur d'un échec, car c'est un Richard peu aimable, et qui déjà avait voulu m'empêcher d'aller dans un pré à lui, et ce n'est que grâce à l'intervention du curé que j'ai pu continuer à y aller. Jeudi 9 mai. Je suis dans la joie. La permission inespérée d'ôter les feuilles de mon beau chêne m'a été gracieusement donnée. Ce fut une grosse affaire d'amener des échelles assez grandes dans ce ravin. Enfin, c'est fait. 2 hommes depuis hier y sont occupés. N'est-ce pas un comble de finir un paysage d'hiver à cette époque? Malheureusement, il fait un temps gris délicieux comme il m'en aurait fallu il y a 1 mois. Cette pochade commencée il y a 3 jours après l'orage et la Creuse jaune sera peut-être ma meilleure chose, ayant pu y travailler 3 jours de suite. Mardi 14 mai, j'aurai de la déveine jusqu'au bout et je suis au désespoir. C'est en gris ou pluie et j'ai tant besoin de soleil.
En 1900, Monet se trouve à Londres, où il séjournera 3 fois entre 1899 et 1901. Il y poursuit son travail sur les effets de la lumière et du brouillard sur la Tamise. Invariablement logé à l'hôtel Savoy, d'où il jouit d'une vue spectaculaire sur le fleuve et le sud de Londres, il peint le pont de Waterloo tôt le matin et celui de Charing Cross l'après-midi. Il profite aussi des effets climatiques qui nimblent le Parlement depuis l'hôpital Saint-Thomas, où il s'installe juste avant le crépuscule. Or, tant que le fameux smog et le soleil sont au rendez-vous, Monet est en joie. Mais dès qu'il neige et pleut, il se désespère. « Ma vie ici n'a cessé d'être une suite d'ardeur et d'enthousiasme suivie de déception », écrira-t-il. Exposé en mai 1904, les 19 tableaux issus de cette expérience extraordinaire lui feront pourtant connaître le plus grand triomphe de sa carrière. De Londres, Claude Monet écrit à sa femme. Lundi 19 mars 1900. Hélas, ma chérie, je suis au découragement complet, et ne s'en est fallu que je plante tout là et ne parte ce soir, laissant toutes mes toiles chez le marchand de couleurs jusqu'à plus tard. Je ne sais si je vais me remonter, mais je suis énervée et profondément dégoûtée. Me suis-je mal levée? Toujours est-il qu'à 6 heures, j'étais debout, stupéfait de voir les toits couverts de neige, et j'espérais que le temps de m'habiller, cela allait fondre. Mais c'est un brouillard terrible qui est survenu au point d'être dans l'obscurité complète, et j'ai dû avoir de la lumière jusqu'à 10 heures. À ce moment, j'ai cru pouvoir travailler. Mais jamais ça n'a été changeant comme ça, et j'ai dû prendre plus de 15 toiles à tour de rôle, les lâchant pour les prendre, et jamais ce n'était cela, quelques coups de pinceau malheureux, finalement m'énervant, me mettant en colère. J'ai tout mis dans les caisses et ne veux même plus regarder par la fenêtre, sentant bien qu'en cet état d'esprit, je ne ferai que des bêtises, et trouvant affreuses toutes ces toiles, qui le sont peut-être plus que je ne pense. Puis j'avoue que je suis tourmentée aussi de voir que tu es à bout de courage. Je le sens entre les lignes, même quand tu ne le dis pas, et cela dans les dispositions où je me trouve m'achève. S'être donné tant de mal pour en arriver là, est-ce bête? Il fait un soleil superbe, mais je ne veux rien voir, j'attends Michel pour aller déjeuner, et peut-être irai-je me promener. Mais je reste ainsi, je peux suivre de près ces tristes lignes, mais sans en rien rapporter, ma malle et ma personne, et ce sera assez. Pardonne-moi de me laisser ainsi aller, mais tu le sais, je souffre quand je suis ainsi, et à qui me confier si ce n'est à toi? Pardonne-moi et console-moi. Et si je reprends le dessus, sois courageuse. Dans peu de jours, je serai près de toi, et je donnerai je ne sais quoi pour arriver moins désespérée. Je fermerai ma lettre à l'heure habituelle. Qui sait, peut-être qu'un petit repos de la journée me sera profitable. Monet reprend cette lettre dans la soirée. Ma pauvre chérie, tu vas avoir bien de la peine en apprenant mon découragement car il est complet, hélas. J'avais un vague espoir de pouvoir te rassurer un peu ce soir, mais en vain. Après déjeuner, j'ai voulu encore essayer. Le temps était à peu près beau, mais variable comme jamais, et j'ai eu tort. J'aurais mieux fait de sortir et de prendre paisiblement cette demi-journée de repos. Je me suis de plus en plus énervée. Le pauvre Michel en était stupéfait. Il m'avait vu tout le temps si plein d'ardeur. Heureusement, j'ai renoncé à l'hôpital et j'ai demandé à Michel de sortir avec moi à 4 heures. Nous sommes allés à la Tour de Londres et marché beaucoup pour que je puisse dormir, car tu le sais, ça me rend malade. Aussi demain, je prendrai une détermination et t'enverrai une dépêche, soit pour annoncer mon retour, soit pour te dire si le calme m'est revenu. Il n'y a qu'une chose qui pourrait faire ce miracle, c'est un temps un tout petit peu stable, alors je tenterai un dernier effort. Je vais dîner et me coucher, je n'en peux plus. Reçois les tristes pensées de ton vieux qui t'aime, et doublement malheureux de te faire du chagrin. Et puis il y a les nymphéas. Les nymphéas sont une série d'environ 250 peintures qui représentent le bassin de nénuphars de Monet à Giverny. Beaucoup de travaux ont été peints tandis que l'artiste souffrait de cataracte. Ces tableaux se présentent sous différentes formes, carrées, circulaires, rectangulaires, et avec des tailles très variables pouvant aller jusqu'à plusieurs mètres. En 1918, Monet décide d'offrir ses panneaux des nymphéas à la France pour fêter la victoire de la Première Guerre mondiale. Mais en 1925,
Diminué physiquement à cause de la cataracte et probablement trop perfectionniste, Monet tenta d'annuler sa promesse. Georges Clemenceau, qui est alors président du conseil et ami intime du peintre, lui adresse cette lettre pour le forcer à tenir sa parole et le rassurer quant à la qualité inégalable de sa peinture. 7 janvier 1925, Georges Clemenceau écrit à Claude Monet « Mon malheureux ami, si vieux, si entamé qu'il soit, un homme, artiste ou non, n'a pas le droit de manquer à sa parole d'honneur, surtout quand c'est à la France que cette parole fut donnée. J'allais vous écrire pour vous demander d'aller déjeuner avec vous dimanche. J'y renonce absolument. Et si vous maintenez follement votre décision, j'en prendrai une aussi qui me sera plus douloureuse peut-être qu'à vous-même. » En écrivant à Léon, sans même m'avoir donné l'occasion d'une parole, vous avez essayé, comme tous les hommes faibles, de vous couper les ponts. C'est une injure que mon amitié ne méritait pas. Je vous savais capable de folie, je n'avais pas prévu celle-là. Vous parlez de dommages à l'État ? Quelle misère! C'est à vous-même que par un caprice insensé vous faites la pire injure. Vous êtes vieux et diminué dans votre vision, mais votre génie vous est resté. Vous voulez faire que ce soit un malheur pour vous. Mon assentiment à ce cruel caprice vous sera refusé. Si vous êtes diminué dans votre vision, c'est que vous l'avez voulu en laissant aggraver le mal de l'œil opéré, et en refusant comme un mauvais enfant de laisser opérer l'autre. Cependant, il s'est produit un véritable miracle. Vous avez pu peindre, et vous avez peint plus grand et plus beau que jamais. Le reste, je n'ai pas à le rappeler. Votre conscience, volontairement meurtrie de vos propres mains, vous le rappellera jusqu'à votre dernier soupir. Je vous dis la vérité toute nue, n'ayant plus rien à ménager avec vous. Et maintenant, voici qu'un délire d'enfant gâté s'empare de vous. Vous avez décidé que votre peinture ne valait rien, et bien que tous ceux qui ont vu les panneaux les déclarent d'incomparables chefs-d'œuvre, bien que vous fussiez très content d'eux à notre dernière entrevue, vous reprenez cyniquement votre parole en déclarant que même confirmée par votre signature, elle a valé de 0. Je croirais me déshonorer à mon tour si je discutais avec vous la question ainsi posée. Vous m'avez écrit en Vendée « Quoi qu'il arrive, ma parole sera tenue. J'en étais là de vos promesses. Je ne m'en laisserai pas déloger. Si je vous aimais, c'est que je m'étais donné au vous que je vous voyais être. Si ce n'est plus ce vous, je resterai l'admirateur de votre peinture, mais mon amitié n'aura plus rien à faire avec ce nouveau vous. Je suis vieux moi aussi, et j'ai reçu des coups qui à mes yeux ne m'ont pas diminué. Mon ambition pour vous était que vous en puissiez dire autant. Georges Clemenceau. La lettre qui suit est celle écrite par Claude Monet à son chirurgien après son opération de la cataracte. 9 avril 1924. Si vous n'avez pas encore les nouvelles promises, c'est volontairement, ne voulant pas vous dire tout mon découragement. Depuis des mois, je travaille avec acharnement, sans arriver à rien de bon. Je détruis tout ce qui est passable. Est-ce l'âge ? Est-ce la vision défectueuse ? L'un et l'autre certainement, mais surtout la vision. Vous m'avez rendu la vue du noir et du blanc, soit lire et écrire, et cela je ne saurais vous en être assez reconnaissant, mais la vision du peintre, que je sois bernique, elle est bien perdue, comme j'en étais certain, et vous n'y êtes pour rien. Je vous dis cela confidentiellement, je le cache autant que possible, mais je suis terriblement attristé et découragé. Je ne sais que vous dire. Vous savez combien je suis entouré de soins et d'affection. Est-ce fatigue ou non? Mais en dehors de la vue de près, j'y vois certainement de moins en moins. Seules les premières lunettes m'enchantent à la lumière artificielle, et chose singulière, je les ai reprises accidentellement en plein jour, et je n'ai pas constaté cette vision de bleu et de jaune qui vous a décidé pour les verts teintés. Alors que faire? Et qu'espérer? À vous de le dire. Claude Monet. Dans l'enclos paroissial de Giverny, dans la tranquillité du petit cimetière, loin du Panthéon où il faillit être inhumé, le 8 décembre 1926, Claude Monet fut enterré. Il avait 86 ans. Georges Clemenceau, son grand ami, était présent à ses funérailles.
C'était Correspondance. Une émission préparée et présentée par Martine Jacob.